Bonjour à tous. Bonjour. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus fait de vidéo, mais on s'y est remis. Donc pourquoi tu t'y remets aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la sortie du... Raspberry Pi 3. Oui, par la Fondation Pi. Toujours aussi beau et il nous réserve quelques surprises intéressantes. Donc on va ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Il n'a pas l'air fort différent du Raspberry Pi 2. Pourtant, il y a quand même quelques belles améliorations dans cette carte. Tu peux nous citer les différences du Raspberry Pi 3? Par rapport aux deux, oui. On va vite faire un petit tour d'abord, et puis on reviendra sur chacun des points. Ça te convient? Oui. D'accord. Bon, déjà, le processeur, il est différent. Ici, il y a une petite antenne céramique qui nous réservera la surprise de nous offrir le Wi-Fi et le Bluetooth. À l'arrière, nous avons un nouveau connecteur pour la carte micro SD. Et dernier point pas visible comme ça sur la carte, c'est une meilleure gestion des énergies du point de vue USB qui apportera son petit lot d'avantages. Donc nous allons commencer par le premier point qui est... Le processeur. Ah. Qu'y a-t-il comme différence avec ce nouveau processeur? Eh bien, ce nouveau processeur remplace l'ancien processeur BCM2836 du Raspberry Pi 2, qui est un processeur 32 bits, et celui-ci est un processeur BCM2837, un 64 bits. Ça change quoi d'avoir 64 bits au lieu de 32? Ça ferait rêver beaucoup d'hommes. 64 bits permet de faire des calculs et des mouvements de mémoire 2 fois plus importants en un seul cycle d'horloge. Donc par exemple, pour copier un bloc de mémoire, on va mettre 2 fois moins de temps vu qu'on le déplacera par section 2 fois plus grande. C'est le principal avantage, je dirais, de passer en 64 bits. L'autre étant aussi tout ce qui concerne le calcul comme on a dans les jeux ou dans le traitement d'images, où on va aussi traiter des informations par lot 2 fois plus grand. Donc les logiciels qui seront bien compilés pourront l'exploiter et bon, on en retrouvera un certain gain. Quelle est l'autre différence du processeur? L'autre différence du processeur, c'est que par rapport au Pi 2, il est 33% plus rapide. On est passé de 900 MHz à 1.2 GHz. Donc on a dépassé la barre du gigahertz. Cela signifie aussi que ce processeur chauffera inévitablement un peu plus. Donc un gain, je dirais relatif, mais qui pourrait être appréciable. On avait un moyen pour refroidir les Raspberry à l'époque. Est-il toujours compatible maintenant? Oui, tout à fait. On peut toujours utiliser des dissipateurs de chaleur. Et les dissipateurs de chaleur céramique sont les meilleurs qu'on puisse offrir pour un Raspberry Pi. À ce sujet, vu qu'il chauffera un peu plus, ne jamais oublier de ventiler son Raspberry Pi. Ne pas faire fonctionner dans le sac, ça le grille. Alors si on passait au Wi-Fi et au Bluetooth? Ah oui. Comme on retrouve sur de nombreux microcontrôleurs connectés sur Internet maintenant, nous retrouvons une petite antenne céramique. D'ailleurs, on se retrouve avec un Raspberry Pi qui répond à des normes FCC-ID, donc on peut l'exploiter d'un point de vue, je dirais, commercial. Il a été très bien étudié, les rapports sont disponibles sur le net. Petit point, d'un point de vue technique, nous avons là un support Wi-Fi et un support Bluetooth. L'électronique de commande se trouve juste en dessous de la carte. Vous remarquerez au passage que forcément, là où il se trouve, il n'y a plus de LED, mais nous y reviendrons plus tard. Qu'est-ce que ça permet comme gain au niveau des ports USB? Ah oui, c'est très bien, bon point. Eh bien, dans le temps, quand on voulait utiliser du Bluetooth sur son Raspberry, on devait mettre une clé Bluetooth sur le support USB. Et si on voulait du Wi-Fi, on mettait une clé Wi-Fi. Bon, à côté de ça, une fois qu'on mettait le clavier et la souris, les 4 ports étaient consommés, ce qui était quand même fort gênant. Le petit miracle sur le Pi 3, c'est qu'ils ont intégré le support Bluetooth et Wi-Fi et nous ont malgré tout laissé les 4 ports USB de libre. Donc grâce à Bluetooth par exemple, vous serez capable de connecter une souris Wi-Fi, une souris Bluetooth avec un clavier Bluetooth, avoir votre connectivité sur votre modem Wi-Fi et toujours garder vos 4 ports USB pour toutes les autres applications. Je dirais que mieux encore, le support Bluetooth est en BLE, Bluetooth Low Energy, qui sont des normes beaucoup plus permissives, avec lesquelles on peut réaliser des applications vraiment très intéressantes. Chez MCOB, on s'est intéressé récemment à toute une série de breakouts Adafruit en BLE,
Et on a remarqué par exemple qu'on pouvait commencer à créer très facilement ses propres claviers, ses propres périphériques d'interface, des ports série via Bluetooth qui étaient impossibles avec les normes précédentes. Donc c'est vraiment un grand gain. Vous allez pouvoir commander vos applications Raspberry Pi depuis vos téléphones, vous connecter avec votre téléphone, voir des applications apparaître pour commander vos robots via Bluetooth, robots commandés par votre Raspberry Pi. Enfin, le champ des possibilités est quasi infini. Si tu nous expliquais la différence du connecteur SD. Oui, le connecteur SD qui est derrière, là je dirais que c'est un bon plus, mais c'est peut-être quand même un peu mitigé. Sur les anciens Pi 2, c'était des connecteurs push-push. Donc on poussait une fois pour le bloquer et on le repoussait une deuxième fois pour le débloquer. Ça voulait dire aussi qu'il y avait un système mécanique et de temps en temps on avait quelques mauvaises surprises comme le système mécanique qui se mettait à défaillir à force d'être stressé mécaniquement. Maintenant avec le Raspberry Pi 3, ils ont opté pour un système push et pull. Il faut tirer délicatement et la carte SD est simplement maintenue en place par friction. Là où c'est plus gênant, c'est si vous avez des projets embarqués où il y a des vibrations. Parce que forcément, les vibrations et les systèmes qui tiennent par friction, ça ne cohabite pas forcément bien ensemble. Donc il faudra envisager un petit système mécanique, probablement à base d'un plastique ou élastique, pour empêcher la carte de se déloger par accident au fur et à mesure des vibrations. Donc voilà, ça c'était le troisième point vraiment important. Qu'est-ce que tu entendais par une meilleure gestion des énergies? Oui, il est vrai que c'est pas très évident comme ça. Sur le Raspberry Pi 2, les gens qui ont eu l'occasion d'utiliser un disque dur comme celui-ci, c'est-à-dire ne disposant pas d'une alimentation externe, si le disque dur était un peu trop énergivore, le port USB se mettait en sécurité et le disque ne démarrait pas. D'ailleurs, ce qui donnait des bruits étranges, genre clac clac, clac clac, clac clac sans arrêt. Eh bien, figurez-vous que sur votre Raspberry Pi 3, et nous le verrons dans une autre vidéo, le support de l'énergie et de la gestion des énergies au point de vue USB a été amélioré, ce qui permet d'y connecter des périphériques plus énergivores, demandant à passer à une consommation de courant plus importante, et le Raspberry Pi l'autorisera. Donc vous pourrez utiliser des disques durs USB de ce genre sans aucun problème. Nous en avons d'ailleurs testé 2 avec grand succès pour notre plus grand bonheur. Cela a aussi une conséquence. Comme on en a parlé tout à l'heure, le processeur va plus vite, donc chauffera plus. Il faut savoir que si on augmente la fréquence, la chaleur augmente au carré. Cette chaleur provient bien de quelque part. Donc il faudra la puiser dans la source d'alimentation. On a une meilleure gestion des énergies du point de vue du Raspberry Pi. Donc on pourra consommer plus de courant sur les ports USB. Et il faut savoir que le Wi-Fi peut s'avérer quand même relativement énergivore. Quand vous avez une bonne connexion, ce n'est pas un problème, mais vous avez de temps en temps des pointes de courant allant jusqu'à 2 ampères. C'est très court, mais 2 ampères, c'est assez pour qu'il y ait une chute de tension et faire un reset de votre Raspberry Pi. Donc, peut-on utiliser son ancienne alimentation Raspberry Pi? La question se pose, nous ne l'avons pas encore testé. Peut-être que dans certains cas elle fonctionnera, mais de préférence, je crois qu'il vaut mieux opter pour les recommandations de la Fondation, c'est-à-dire opter pour un bloc d'alimentation officiel de 2 ampères et demi. Au moins ça assurera un support Wi-Fi stable, quelques périphériques énergivores et la stabilité de fonctionnement de la carte. D'ailleurs, je vous dirais qu'il est plus lourd que la plupart des autres blocs d'alimentation que nous avons eus. Donc probablement qu'il est prévu pour pouvoir supporter les différents appels de courant nécessaires. Tu parlais tout à l'heure des LED. Oui, merci Françoise, j'aurais oublié. Que ferait-on sans toi? Donc oui, les LED étaient ici. Et forcément, si maintenant on a une antenne et de l'électronique en dessous, il y a forcément moins de place pour ce qui s'y trouvait avant. Et dans le temps, nous trouvions les LED là qui ont été déplacés de l'autre côté, qui sont de l'autre côté de la carte, ainsi que le petit connecteur permettant de faire un reset facilement de votre Raspberry Pi avec un bouton poussoir. Donc cela veut dire que pour les boîtiers opaques, vous ne verrez plus les LED clignoter. Si on utilise les anciens boîtiers, mais la Fondation Pi a bien prévu quelque chose. Oui, un nouveau boîtier va sortir, nous devrions le recevoir d'ici un jour ou deux, mais aujourd'hui nous n'en avons pas à disposition. Donc oui, il y aura un boîtier officiel qui permettra de voir les LED clignoter. Ceci étant, ce n'est valable que pour les boîtiers opaques, parce que le form factor est identique, le GPIO et tout le reste est identique. Donc si vous avez un beau boîtier opaque comme celui-ci,
bah, cela ne présente pas de problème parce que vous verrez clignoter les LED à travers. Elles clignoteront juste de l'autre côté. Donc par exemple, avec ce boîtier ici, comme vous pouvez le voir, qui était un boîtier Pi B+, et Pi 2, dans lequel... Ouh, pour tirer la carte SD. Voilà. Dans lequel nous pouvons aller mettre notre Raspberry Pi. Voilà. Il prend parfaitement place dans le boîtier. Comme vous pouvez le voir, le form factor est impeccablement respecté. Donc pas de problème pour vos applications existantes. Nous avons également aussi le boîtier Pro dans lequel nous l'avons placé et qui fonctionne aussi très bien. Vous verrez juste les LED clignoter de l'autre côté. Ce sera... Ça, c'était notre boîtier qu'on avait déjà, qui permettait aussi des rehausses pour d'éventuelles hâtes au-dessus. Voilà. Voilà qui clôture la grande découverte du Raspberry Pi 3. Je crois qu'il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Pour le reste, vous retrouverez, comme d'habitude, le port pour la caméra, le port pour l'écran Pi TFT en DSI. Les connecteurs, bon, on va plus présenter USB Ethernet. L'HDMI fonctionne toujours aussi bien. Pour moi, les tâches de régulation n'ont pas été modifiées, ou en tout cas pas fondamentalement. Vous pouvez toujours le brancher sur un moniteur, quoique ce n'est pas conseillé, la résolution est quand même très basse. Et le GPIO, lui, n'a pas changé du tout, donc tous vos projets électroniques fonctionneront encore. Et la bonne nouvelle pour les Raspberry Pi 3, c'est que cette fois-ci, nous avons notre stock qui arrive le jour de la sortie. Donc vous pourrez directement commander votre Raspberry 3 chez MC Hobby.